Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Kutna Hora de City of Silver, un jeu de Ondřej Bistron, Petr Kaslava et Pavel Jaroš. Un jeu qui est édité par CGE, donc des Tchèques, qui nous propose ici d'aller voir la ville de Kutna Hora qui a vu un boom économique important quand on a trouvé dans sa région en fait des mines d'argent qui ont permis d'amener beaucoup de personnes, de développer la ville d'à côté de ça et d'en faire une ville florissante. Un moment où on va voir effectivement cette explosion de l'argent qui va envahir l'Europe et une grande partie de l'argent de l'époque qui sortira des mines, ce sera les mines à côté de Kutna Hora. Et donc ça c'est un petit peu le principe, l'idée du jeu où on a effectivement un espace mine qui se trouve ici, un espace village que l'on va construire, des bâtiments ici et nous autres, nous avons des spécialistes de certaines guildes. Chaque joueur va avoir sur son plateau de jeu des marqueurs d'avancement de production sur certaines ressources, des productions pour la mine, des petites maisons à construire en association avec ces types de ressources parce qu'on va avoir chacun 3 guildes que l'on va représenter, 3 guildes parmi 6 guildes possibles. Ce sont les bâtiments qu'on va pouvoir faire pour développer notre économie à ce niveau-là. On a ici des petits mineurs, un mineur disponible, plein de mineurs à venir et une petite piste d'influence, l'influence qu'on a sur le village pour son développement et donc quelque part pour une partie des points de victoire que l'on va faire. Des points de victoire tout autour. On va avoir 5 manches pour 4 joueurs. Une basilique à faire ici, la Sainte Barbara. On va avoir des tuiles de recherche au niveau des mines et 2 petits plateaux qui vont représenter en fait la valeur d'achat et de revente de chaque matériel. On va avoir du bois, on va avoir de la nourriture, on va avoir de la bière. On va avoir tout ce qui est extrait, donc l'argent brut extrait de la mine. On va avoir l'argent travaillé, donc avec le travail des orfèvres en ville. Et on a tout ce qui est scribe, loi, tout ce qui est loi au niveau de la gestion ici. Et ces petits marqueurs-ci vont au fur et à mesure du temps et de leur développement définir un coût, une valeur dans l'achat ou la revente de telle ou telle ressource. On va avoir ainsi des symboles qui vont varier, qui vont nous proposer de connaître le prix d'achat et ou de vente. On n'aura jamais de ressources en tant que telles physiquement dans le jeu, il n'y a pas d'autres ressources. On va avoir de l'argent et des petits marqueurs ici blasons qui vont me permettre d'aller construire dans la basilique Sainte Barbara. On va avoir des petites personnes qu'on va inviter à venir faire des scoring ici, mais on n'aura pas de ressources en tant que telles. Donc ça sera toujours tout du virtuel. On produit et on vend au prix du marché, on achète au prix du marché. On va avoir 40 sous au début du jeu et on va avoir une série de cartes. Ces cartes-ci, en fait, ce sont elles qui vont faire les actions. C'est-à-dire qu'à son tour de jeu, on va choisir une carte et on va la jouer pour ce côté-là ou pour ce côté-là et faire l'action qui va avec. Chaque carte est représentée 2 fois, donc on va avoir 2 fois la carte verte, 2 fois l'orange, 2 fois la jaune, 2 fois la noire, sauf le joker et la Sainte Barbara qui se trouve ici. Pour le reste, elles sont toutes jouées 2 fois, toutes représentées 2 fois. On va avoir un premier joueur qui va être défini. Au début de chaque manche, le premier joueur va tourner et donc on va jouer 5 manches ici quand on se trouve à 4 joueurs. On en fera 6 quand on est 3 ou qu'on est 2. Quand on est 2 joueurs, le plateau ici va être de l'autre côté. Ce sera un petit peu plus réduit à tout point de vue. Ça donc c'est pour toute la présentation qui se trouve ici. Comment ça va se passer? Dans chaque manche, on va chacun jouer 3 fois. Et dans chaque fois que l'on va jouer, on va jouer des cartes. La première fois où on va jouer 2 cartes de sa main. La deuxième fois, on va jouer une deuxième fois 2 cartes de sa main. Et la troisième fois, on va jouer une seule carte de sa main. Donc chaque fois, on choisira de quel côté on fait l'action de la carte. Donc, je joue 2 cartes pour ce côté-là et ce côté-là. Les autres joueurs jouent. Je reviens à moi, je joue 2 cartes pour ce côté-là et ce côté-là, la partie haute de la carte. Les autres joueurs jouent, il m'en reste 2 et je vais jouer une seule carte ici et ce sera fini. Cette carte-là, elle reste dans ma main. À la manche suivante, on va récupérer toutes ces cartes et on pourra donc toutes les rejouer. Il n'y a pas d'obligation de jouer la dernière qu'on avait gardée en main. Ça n'arrivera pas. Donc, on joue ces cartes, chacun son tour. 3 fois, on va jouer, donc 2, 2, 1 et puis on passera à la manche suivante. On fera des actions de fin de manche qui se trouvent ici. Pas plus compliqué que ça au niveau des actions. On a 40, 41, 42, 43 sous
à ce niveau-là, des thalers si je ne m'abuse, et on va faire nos actions en rapport à ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme action? On va commencer par l'action qui amène en fait la prospérité de la ville, à savoir la mine. La mine, eh bien, ça va être de construire par ici, de creuser plutôt par ici, pour aller chercher des ressources. On va commencer par descendre dans la mine par l'une ou l'autre des échelles. À partir du moment où quelque chose existe dans la mine, on pourra prendre soit l'autre échelle, soit partir orthogonalement avec l'existant. Alors comment ça se passe quand je vais jouer dans la mine? Pour jouer dans la mine, il me faut un mineur. Si je n'ai plus de mineur ici, je peux payer un érudit, donc une loi, pour amener 2 mineurs disponibles. Je ne peux jamais en avoir plus que 2 en attente. Qu'est-ce que ça va me coûter de payer une loi? Eh bien, le principe toujours, c'est que ça me coûte le prix affiché. Pour l'instant, c'est 4 sous, ce qui veut dire que si je veux amener 2 mineurs ici parce que je n'en aurai plus, je vais devoir payer 4 sous de ma réserve pour les amener. À la première manche, j'en ai de toute façon un en attente, donc je peux jouer directement. Je vais chercher une carte mine. Les cartes mines, elles se trouvent ici. Elles sont classées par ordre. Il y en a des 1, il y en a des 2, il y en a des 3. Donc on va avoir des valeurs différentes dans cette pile-ci. Et je vais en piocher une seule que je vais pouvoir jouer. Je ne pourrai jouer que celle-là. Ça variera au fur et à mesure du temps parce que avec les constructions ici, je vais pouvoir alors piocher 2 cartes ou 3 cartes potentiellement, jusqu'à 4 cartes à la fin du jeu si j'ai tout ouvert. Donc ça, ce sont des constructions qui vont être faites par le joueur qui pourra faire des constructions de type mine. Je reviendrai aux constructions après. Revenons à nos moutons. J'ai été faire une action mine. Ça va me coûter quoi d'aller faire cette action? Je prends la première carte et je vais la placer ici ou là-bas. Ça coûte 2 bois. Le prix du bois actuellement est à 2. Donc ça me coûte 4 sous pour aller faire une action mine. Je la mets par exemple ici. Au moment où je la place, je vais avoir des informations comme la progression, ce que je trouve dans la mine. Je vais toucher 2 de progression et c'est une ligne de progression mine qui se trouve ici. Je ne vais faire progresser que quand je joue une action mine qui me fera avancer. Je vois aussi 2 petites cartes noires. Les cartes noires, ce sont celles-ci. Les cartes oranges, ce sont celles-là. J'en vois 2. Eh bien, je vais prendre les 2 premières cartes et je vais les placer toutes les 2 au fond de mon paquet. Donc, je vais remonter tout ça. Ça va faire quoi? Ça change le prix. On est maintenant à 2,5 et vous voyez que sur ma carte, avant, j'étais à 3,4. Les 2 valeurs ont donc changé. La première qui représente la valeur de l'argent brut a diminué. La valeur de l'argent travaillé a augmenté. Donc, quand j'achèterai ou que je vendrai ces types de ressources, le prix a maintenant changé. Voyons du coup un petit peu l'anatomie d'une carte. Vous avez bien compris que pour l'instant, on est comme ceci parce que c'est la première colonne qui est montrée. Si jamais ça bougeait, on se retrouverait ainsi et le prix aurait changé. Le petit symbole qui est indiqué avec un petit 2 ici, ça veut dire qu'on ne pourrait plus construire ce type de bâtiment-là à ce niveau-ci. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a plus de valeur après. Tant que la carte 0 est présente, si on était avancé d'un cran ici, on ne pourrait plus construire de bâtiments. Je ne vais pas encore parler de la construction des bâtiments, mais vous avez déjà vu le symbole. Il y aurait d'autres symboles qui seraient possibles à trouver qui forceraient automatiquement la création d'un bâtiment. On essaiera d'en voir un plus tard. Donc j'ai tourné 2 fois le noir, 1 fois l'orange. On était à 2, 3, 5. Je tourne. Maintenant c'est 3, 3, 6. La valeur du bois vient d'augmenter. Alors première remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on va bouger des cartes ici, il y a certaines valeurs qui vont changer en bien ou en mal. Dans cette partie-ci, dès qu'on bougera des cartes noires, le prix de l'argent va diminuer. Si je prends encore plus loin des cartes, 2, 5, 2, 5, et puis là, on est passé de 4 à 5, donc les autres valeurs, elles, vont augmenter. Ici, en bougeant les cartes, j'ai changé le prix du bois. Le bois était à 2, il est passé à 3. On va continuer à avancer et vous voyez que les cartes ici font augmenter les prix au fur et à mesure qu'on va les bouger. Ces cartes-ci donc vont faire augmenter tous les prix de manière globale. Là, je vais faire augmenter tous les prix sauf la valeur de l'argent brut. L'argent brut va devoir augmenter en bougeant cette réglette-là sur le côté. Donc dès que je ferai des modifications de cette réglette-ci, je vois que l'argent brut va passer à 4,3 et à 6,1
Donc dès que je vais partir par là, l'argent brut va augmenter, les autres, l'argent travaillé, va diminuer. Ça va être un petit peu le principe. Ici, même chose, je vais aller par là, je vais faire diminuer les prix au fur et à mesure que je vais bouger des autres côtés. Donc, important à comprendre comment fonctionne le système de modification. Revenons maintenant à ma mine. J'ai placé une mine. Je peux jouer une deuxième action. L'argent a changé, le prix a changé, mais je peux jouer une deuxième fois mine. Ça n'a aucun problème à ce niveau-là. Je joue une deuxième fois mine. Je vais repiocher une nouvelle carte. Je peux maintenant la placer ici, en payant 2 bois, donc 6 à la place de 4, ou ici, orthogonalement, sauf que maintenant ça coûte 4 bois. Donc je vais devoir payer 12 pour la mettre ici ou là. Alors, je choisis évidemment, mais il va y avoir des intérêts. Les intérêts, c'est quoi? C'est que déjà, j'ai placé ma mine, j'ai oublié, hop, je mets un petit bonhomme dessus. Ici, je vais devoir donc payer le prix de 4 livres pour aller remettre 2 trucs ici. Donc je paierai 4, hop, je mets 5, je récupère 1 pour avoir 2 mineurs. Je vais alors placer ma tuile, je vais la placer peut-être plutôt ici. Hop, 1 mineur de disponible, j'augmente de 1 la valeur de ma possibilité de creusement à l'intérieur, je change la carte noire, je change la carte orange, hop, les prix évoluent. C'est ce qui se passera ici. Si dans le cours du jeu, je vais mettre un petit peu d'exemple, hop, quelqu'un a été mettre un 3 ici, quelqu'un a été mettre un 1 là-bas, et je vais mettre des autres joueurs pour ne pas n'avoir que moi sur le plateau. Je veux construire là. Je me dis, ah ben tiens, il y a un 1. Intéressant, le 1, c'est moins cher. Un bois, le bois est à 3, je vais pouvoir aller le faire ici. Eh bien non, quand j'ai le choix entre deux valeurs, c'est la valeur la plus grande qui l'emporte. Donc il me faudra 4 pour aller construire ici. Je ne prends pas le plus petit, ce sera toujours celui qui sera le plus cher à payer. Il va y avoir des intérêts au niveau de mes poses de cartes sur deux choses. On va avoir ici une majorité du nombre de bonhommes qui vont être présents sur une ligne et des points de victoire qui vont être associés, qui vont être indiqués ici. Les points de victoire se calculent comment? On va compter le nombre d'étoiles visibles sur la ligne. Une étoile, 2 étoiles, on n'est qu'à 2 étoiles, de 0 à 5 étoiles. Le joueur majoritaire gagne 2 points de victoire, 1 point pour le deuxième, 0 pour le troisième. De 6 à 9, si on a mis plus de construction, qu'on arrive à augmenter le nombre d'étoiles, la valeur du premier, du deuxième, du troisième augmente. Du premier. Idem si on est à plus de 10. Et ça va être pour chaque ligne qu'on va avoir. Il y a cet avantage-ci qui sera intéressant à jouer et il y en a un deuxième. Ce deuxième va être lié à des patriciens qu'on va mettre ici. À un moment du jeu, on va avoir des petits bonhommes qu'on va placer ici. Eh bien, les petits bonhommes qu'on va placer ici vont rapporter 2 points de victoire à chaque joueur qui a mis un mineur dans chaque ligne de la mine. Donc si on arrive à mettre un mineur à chaque hauteur, là-bas, 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 qu'importe la zone, mais en tout cas un par ligne, j'aurai alors 2 points de victoire. Si jamais j'arrive à mettre 2 bonhommes par ligne, j'aurai donc 4 points de victoire, cela multiplié par le nombre de patriciens jaunes que j'aurai ici. Donc les deux intérêts de la mine, c'est d'aller chercher des points de victoire de majorité qui vont se trouver là-bas, mais aussi du nombre de personnages à chaque étage, on va dire, de cette zone de mine, pour peu qu'on ait bien rempli ceci à un moment du jeu, d'ici la fin du jeu. Quand je vais construire dans la mine, toujours je vais avancer ici, je vais toujours trouver quelque chose, toujours je vais changer des cartes en rapport à ce que j'ai trouvé, et parfois on va changer aussi des cartes oranges qui vont être ici, mais dans tous les cas, il me faut un mineur et un mineur. Si je n'en ai plus ici, je dois payer une loi pour en ramener 2 par ici, en utiliser un, et donc faire progresser ma zone. Et je vous rappelle qu'on ne tire pour l'instant qu'une seule carte qui se trouve ici. Le nombre de cartes qu'on va tirer va dépendre des bâtiments qui vont être construits ici. Voilà donc pour la mine. Deuxième action assez facile à comprendre, ça va être le fait d'acheter des bâtiments. Acheter des bâtiments, c'est lié au fait d'acheter des droits sur certains bâtiments. Donc right, ici, va me permettre d'aller chercher un bâtiment. Le bâtiment, j'achète celui que je veux, presque. Moi, je suis responsable de la guilde des menuisiers, c'est tout ici, donc tout ce qui va être travail du bois. De la bière, donc j'ai les tavernes qui se trouvent ici. Je vais retrouver chaque fois le petit symbole qui est associé. Et je vais avoir tout ce qui est lié à l'argent, travail de l'argent. Donc, ces 3 bâtiments-ci
sont les 3 seuls que je peux acheter. Je ne peux pas acheter ces 3-là. À côté de ça, vous avez des bâtiments publics, ceux qui sont en or. Je vais pouvoir aussi aller les chercher, mais ils ont un effet un petit peu différent. On verra quand on en parlera. Donc pour l'instant, je peux acheter soit ceci, soit cela, mais pas ceci. Ce ne sont pas mes guildes, donc je ne suis pas autorisé à les faire. On trouve chaque fois le petit symbole ici, à chaque carte, qui nous permet de nous repérer. Il y a les couleurs aussi, bien sûr, mais pour tout un chacun, le plus simple, quelque part, ça va être de voir les blasons. Je vais payer combien pour aller récupérer une carte? Eh bien, ça dépend de son positionnement. Quand elle est sur la première colonne, ça me coûte 1 sou. Quand elle est sur la deuxième colonne, ça me coûte une loi, un érudit. Pour l'instant, ça coûte 4 sous. Si elle se trouve ici, ça m'en coûtera 2 érudits et donc ça va me coûter 8 sous par rapport à ma configuration actuelle. Ça tombe bien, ceux-là, je ne peux pas les acheter. Ceux-là, c'est un petit peu trop cher pour moi. Ben, je vais récupérer une des tuiles qui se trouve ici. Par exemple, je vais acheter le menuisier. Je la place ici, en haut de mon plateau. Je dois donc avoir de la place. En haut de mon plateau, j'ai 3 endroits de stockage pour tout ceci. Quand je l'ai payé, toute la pile ici va aller au bout et je vais pousser le reste. Et donc, le prix du marché va varier, va ramener des valeurs par ici. Je peux très bien jouer une autre carte, aller en acheter un autre qui va faire le même effet. Je peux très bien aller acheter aussi ici, ça me coûterait 4, vu que le prix actuel étant de 4 par symbole comme ceci, je vais donc pouvoir l'acheter si j'en avais envie. Je vais imaginer que je l'achète aussi et donc je le mets ici. J'en ai pris au milieu, je le placerai là, je repousserai le reste. Voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne toujours au niveau de l'achat des bâtiments à construire, les plans de bâtiments. Après, je vais devoir aller construire mes bâtiments ici. Mais avant de les construire, je vais devoir réserver plutôt un terrain pour construire. J'ai 3 petits marqueurs de réservation et j'ai une action qui s'appelle ici plot. Le prix de mon action de placer des points de propriété va dépendre de ce qu'il y a déjà sur le plateau. Quand je n'ai encore aucun bâtiment de construit sur le plateau, je vais pouvoir me mettre où je veux. Qu'importe l'endroit où je vais aller placer mon bâtiment, je vais devoir payer 5 sous pour faire la réservation avec cette action-ci. Si jamais il y avait déjà quelqu'un qui avait construit quelque chose, à un moment ou à un autre, que ce soit moi ou un autre joueur, il n'y a pas nécessairement une obligation que ce soit moi qui le fasse, alors l'endroit où je dois me placer doit être obligatoirement adjacent, orthogonalement parlant, à cette construction-ci. Donc je peux me mettre là, là ou là. C'est à moi de voir l'endroit où je trouve le plus utile de me placer. Imaginons que je décide d'aller me placer là. Combien ça me coûte? Ça me coûte plus 5. Ça me coûte la valeur indiquée sur la tuile. Ici, vous avez un petit symbole avec une valeur en haut à droite. Ça me coûtera alors 6 d'aller me positionner là-bas. 5 s'il n'y a rien. Le prix indiqué par le bâtiment, et s'il y a plusieurs bâtiments et que je dois choisir entre 2 prix, vous avez deviné, c'est le plus cher. Et je vais donc pouvoir me mettre avec ma réservation. Si jamais il y avait déjà toutes des réservations d'autres joueurs étaient déjà venus ici, autrement dit, je ne peux plus réserver orthogonalement parlant à cette tuile-ci qui est déjà construite, alors je pourrai les réserver à nouveau n'importe où en payant 5, vu que je n'ai pas de possibilité de construire à côté de l'existant. Alors, vous n'avez que 3 marqueurs de réservation ici. Vous pouvez utiliser les 3 sans aucun souci. Et là, je peux toujours aller où je veux parce qu'il n'y a pas de construction existante avec des possibilités de mettre un plot de manière orthogonale. Je mets là, je payerai 5. J'ai placé les 3. Il y a une indication 3 et 5 ici. Cela représente de l'argent que je dois payer à la fin de la manche, qui représente le fait d'avoir réservé des terrains mais de ne pas avoir construit. Donc si vous laissez ces 2 autres plots disponibles, donc enlevés, non construits, je vais avoir un coût à payer supplémentaire. Si je fais une construction ici, ce plot-ci va revenir là, je paierai moins vu qu'à la fin de la manche, je n'aurai plus que l'autre qui est encore visible. Voilà. Puisque j'ai été chercher des plans et j'ai placé des espaces de réservation pour construire, on va construire. Et construire, ça se fait avec l'action Building. Et cette action Building, ça va être de prendre mon plan ici et de le mettre là-bas, sur une réservation. Alors, je prends le plan que je veux et surtout, je vais payer le coût. Quel est le coût d'une construction? Il est indiqué là. Mon coût de construction, c'est 5. Je peux donc le mettre ici, je peux le mettre là-bas. Je paierai 5 fois le prix du bois. Le prix du bois est à 3. 5 fois 3, 15. Imaginons, hop, je le mets ici
je récupère mon plot, je paye 20, je récupère 5. J'ai été faire une construction de bois. Ma guilde de bois, elle est ici au-dessus. Je vais donc mettre une maison de ma guilde de bois dessus. Je vais gagner quoi? Je vais gagner en premier ce qui est indiqué en dessous, à savoir, je vais gagner 5 de production de bois. Le symbole de bois, c'est par rouge, c'est ce que je gagne, c'est en blanc, c'est avancer mon marqueur dans la ligne de la guilde du bois pour dire ce bâtiment-là me permet de produire 5 à chaque manche. Il y a aussi un petit marqueur qui dit avec une flèche. C'est grâce à ces marqueurs-ci qu'on va faire bouger ceci et me permettre d'aller placer des constructions complémentaires. Ça a changé le prix de mon bois. On est passé de 3 à 2. Et à nouveau, on retrouve ce petit symbole rouge qui m'indique que je ne peux plus actuellement faire de nouvelles constructions de bois, donc de menuiserie et tout ça. Tant que je n'ai pas augmenté ici mes cartes, ça représente ma population, donc tant que je n'ai pas plus de gens dans ma ville, je ne peux pas faire de nouvelles menuiseries. C'est le principe. J'ai gagné ce qui est indiqué en dessous, ce n'est pas tout. J'ai libéré une maison. Cette maison, si elle me dit quoi? Que je peux prendre un des bâtiments or, ici, sans en payer le coût d'achat. Je peux prendre celui-ci et le mettre dans mon stock. C'est l'action avec la petite plume. La plume, c'est ceci. C'est le fait d'aller chercher le bâtiment. Donc, je vais récupérer simplement un bâtiment sans payer le coût. Et c'est un bâtiment or. Donc, me voilà avec mes nouvelles constructions dans le plateau de jeu. J'aurais pu construire ceci. J'ai un marqueur. Je vais le placer. Je paye beaucoup plus cher. 9 x 2, 18. Bon, j'ai pas les moyens, mais c'est pas grave. C'est pour que vous voyez bien. Je le placerai sur un espace réservé. J'ai plus d'espace réservé. J'ai payé mes 18, je l'ai mis ici. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner ici des points de victoire. Points de victoire direct. Je vais gagner un petit symbole de blason qui va me servir plus tard. Je vais faire tourner une carte orange pour changer donc le prix. Et vous voyez que maintenant je peux à nouveau construire des bâtiments de type menuiserie et tout ça. Et je vais faire avancer le marqueur de taxe de 1. Le marqueur de taxe, c'est ici. C'est ce que je vais payer à la fin de la manche. Et vous vous souvenez tantôt que j'avais le marqueur ici qui potentiellement aurait pu faire un plus 5 dans ce que je vais devoir payer. Enfin, j'ai le petit symbole d'un des patriciens qui se trouve là. Et je vais mettre le marqueur de la couleur associée dans la zone des personnages disponibles. Donc, les constructions or vont m'apporter ceci. Par contre, les constructions or ne me permettent pas de mettre une maison dessus. Elles appartiennent à tout le monde, ce sont des bâtiments publics. Donc pas possible de libérer de nouvelles lignes grâce à elles, mais tout le monde pourra le faire. C'est assez cher, il y aura des intérêts à faire ou de placer une construction comme ceci à un endroit par rapport à un autre. Rien de bien chinois dans les constructions. Je vais malgré tout vous donner une information qui est importante pour la fin du jeu. À la fin du jeu, il y aura deux choses qui seront intéressantes dans vos constructions. La première, c'est d'avoir des constructions à côté d'un bâtiment public. Pourquoi? Parce que les patriciens qui se trouvent ici, verts, donneront un point de victoire pour chaque bâtiment public à côté d'un bâtiment normal. Donc, par exemple, ici, il est à côté d'un bâtiment public, il aura un point de victoire pour ici. Si jamais il mettait un bâtiment public là-bas et là-bas, ça lui ferait 1, 2, 3 pour cette simple construction-ci. Ça dépendra des patriciens qui sont là, et ici, il y en a un qui est en attente. Deuxième chose, elles ont des symboles ici. Il y a des symboles sur les tuiles. Il y a des symboles à l'extérieur ici, à 3 cases là et 3 cases là. Et puis il y a des symboles sur les mêmes tuiles. Il y aura des points de victoire à gagner si vous avez les mêmes symboles à côté l'un de l'autre. Ici, j'ai un symbole rouge à côté d'un rouge, ça me vaudra un point de victoire. Un symbole rouge à côté de 2 rouges, ça me vaudra encore un point de victoire. Ça me vaudra ici 2 points de victoire. Un gris à côté d'un gris vaudra 1 point de victoire, un gris à côté de rien vaudra 0. Ici, à moi de mettre des rouges ou des gris pour augmenter mes résultats de points de victoire. Donc, je ne vais pas placer ça n'importe où. Il va y avoir une réflexion par rapport à mon positionnement et le positionnement des autres joueurs, ce qu'ils vont construire et tout ce qui va avec. Alors, il y a un bâtiment qui est un petit peu spécial. C'est celui qui aura la guilde ici qui permettra de faire de l'argent brut. C'est-à-dire celui qui va avoir cette guilde-ci. Ce bâtiment-ci, moi je ne peux pas le faire, je n'ai pas le symbole qui va avec. Quand je vais le prendre et que je vais le construire, je ne vais pas gagner une progression ici. Non, il n'a pas le symbole de progression. Il va avoir le symbole de l'argent, donc de pouvoir rajouter dans ma ligne d'argent spécifique une avancée.
Il a le symbole ici de cartes qui vont tourner, mais à côté de ça, il a un symbole spécifique, et le symbole spécifique, c'est ceci. Donc si un joueur, admettons que ce soit le bleu, hop, il a fait cette construction ici, il a placé une petite maison à côté, il va gagner quoi? Il va gagner ceci. Ceci, c'est une amélioration au niveau de tout ce qui est minage. Il va le prendre et il va pouvoir le placer de manière orthogonale dans la mine sans payer le coût de pose et en plaçant directement un de ces mineurs dessus sans devoir le payer et le prendre d'ici. Non, il va le prendre de l'arrière. Donc c'est vraiment un mineur gratuit. Il va pouvoir le prendre et le placer de manière orthogonale, par exemple ici ou par exemple là-bas, pour augmenter l'espace associé à une zone. Donc ici, il se place pour être un petit peu mieux comme tout le monde, et être une fois dans cette ligne ici, une dans celle-là et tout ça. Donc ça va changer ici, parce qu'à partir de maintenant, si on fait l'action mine, on va aller prendre 2 tuiles au lieu d'une seule, parce que c'est indiqué sur la tuile suivante. Je vais prendre 2 tuiles au lieu d'une seule, je choisirai, l'autre sera la défausse. Si ceci est vide, on mélangera toute la défausse. Donc vraiment un truc spécifique pour ce personnage-ci, mais qui ne saura pas faire bouger ceci, et donc sera tributaire de celui qui est l'orfèvre, qui permet de transformer l'argent brut en argent travaillé pour augmenter son prix de vente. L'action suivante qu'on va pouvoir faire, c'est le revenu. Le revenu, income ici, va me permettre d'aller toucher de l'argent en fonction de mes productions. J'ai une production de 5 au niveau du bois, j'ai une production de 3 dans l'argent brut, 3 x 2, 6, 5 x 2, 10, je vais donc toucher 16 sous en faisant cette action-ci. Alors, ce n'est pas tout. Il y a ici indiqué un petit 10 avec un petit symbole difficile à percevoir. En fait, c'est quoi? Ça va être la manière de rentrer ces petits patriciens qui sont venus ici. Si je paye 10 sous lors de ma production de revenus, donc je paye les 10 ici, je peux prendre un des patriciens qui serait là. Si jamais j'ai plusieurs choix, je prendrai celui de mon choix. Et je vais aller le placer sur un des 3 emplacements. Je me dis, tiens, moi dans ma projection, je compte faire des points de victoire plutôt avec le petit bonhomme vert ici. Et donc je vais aller le placer là-bas. J'ai payé 10 sous, je le mets là. Maintenant, quand on fera le scoring des patriciens en atteinte, je toucherai des points de victoire grâce à lui. Et tout le monde sait qu'il y aura des points de victoire à faire grâce à la proximité qu'on aura entre une maison et un bâtiment public. Action suivante, ça va être de construire mon Santa Barbara qui se trouve ici. Pour faire ça, j'ai besoin de ça. Je dois dépenser un marqueur mauve qui va être retourné, face grise. Pour aller retourner la première tuile en partant du bas, il y a des numéros de 1 ainsi jusqu'à 11. On va la retourner, on va faire l'action. Quand je retourne mon marqueur, je vais aller toucher ce qui se trouve ici au-dessus, à savoir 2 avancées en influence. Sur mon petit marqueur d'influence ici, je vais donc le faire progresser de 2. Son intérêt, c'est quoi? Si à la fin du jeu, je suis par ici, je vais perdre des points de victoire. Si j'avance par là, je vais en gagner à la fin du jeu. Si je dois avancer plus loin, je gagne chaque fois 2 points de victoire. Si je dois reculer chaque fois, je vais en perdre chaque fois 2. Quand je serai dans cette zone-ci, je paierai moins cher pour tout ce qui est placer mes plots ici. Donc je paierai alors toujours 1, qu'importe l'endroit où je veux le placer. Même si ici à côté, ça devrait coûter 9, eh bien je ne paierai que 1. Si je suis ici, je vais gagner un autre avantage qui va être lié à la dernière carte, qui est la carte Joker. La carte Joker, c'est une action qui me permettra de refaire une action que j'ai déjà jouée essentiellement. Il n'y a pas de raison vraiment de l'utiliser autrement. Mais ça me coûtera 1 de réputation. Donc logiquement, quand je fais Joker et que je suis comme ceci, je descends de 1 mon marqueur de réputation. Si je suis dans cette zone-ci, eh bien mon marqueur de réputation ne descend plus quand je fais l'action Joker. C'est tout ce que ça m'apporte, mais parfois c'est vachement bien vu que ça me fait plus facilement faire des actions complémentaires. Donc, le fait de retourner ce jeton va me permettre de retourner ceci, et puis le joueur suivant fera l'action suivante. Chaque fois, il y a un petit bonus qui va avec. Alors, le petit symbole qui se trouve en bas, comment est-ce que je vais l'activer? Eh bien, certaines guildes, comme par exemple ici, vont avoir dans leur action le fait d'activer la partie basse de Santa Barbara. Celui qui placerait ceci dans le jeu, imaginons qu'il le place après avoir mis un symbole de réservation comme ceci. Imaginons qu'on va avoir un autre joueur qui en est propriétaire. Eh bien, l'action ici, c'est retourner la tuile de Santa Barbara, mais pour sa partie basse. Et la partie basse, c'est quoi? C'est une avancée au niveau des taxes de 1 ou de 2, voire de 3. Je retourne, je ne fais pas l'action haute, je vais simplement avancer ma construction en augmentant les taxes pour la construction.
Voilà, la partie haute, quand vous retournez un jeton comme ceci, la partie basse, quand vous faites des constructions qui demandent de retourner la partie basse. Pas plus compliqué que ça. J'ai donc déjà vu toutes les actions qu'il y avait à faire au niveau du plateau. Je préciserai quand même que ici, quand je construis, je vais donc gagner des nouveaux blasons. Quand j'arriverai à la fin de chaque ligne ici, j'aurai 8 points de victoire pour la fin du jeu. Quand je construis dans cette ligne ici, donc des bâtiments de type argent dans mon exemple, je gagnerai des avancées au niveau de mon influence. Très simple, très facile, les actions, les mines, on achète des bâtiments, on réserve des zones, on construit dessus, on va chercher sa production, on construit Santa Barbara. Donc pas de gros soucis là-dessus. Petite précision pour Santa Barbara, quand on a construit ici, on retourne le chapeau, donc ça veut dire que tout est construit en dessous évidemment, et tous les autres qui feraient encore une construction Santa Barbara gagneraient 2 points de réputation supplémentaires. Voilà, si moi c'est un petit truc en plus là-dessus qui est déjà expliqué. On en arrive donc à la fin d'une manche. À la fin d'une manche, ce marqueur-ci va devoir avancer, mais avant qu'il avance, on va devoir payer la taxe. La taxe, c'est l'endroit où je suis ici avec mon marqueur, eh bien il faudra payer cette valeur-là en or. Si je ne sais pas la payer, je perds 1 de réputation. Je paye donc 1 en tout, même si je ne savais pas payer 3 sous ou 4 sous, ça ne change rien. N'oubliez pas qu'ici, en plus de la valeur de taxe, si vous avez placé tous vos plots, il y aura aussi 5 en plus à payer. Donc c'est important parce que l'argent, on n'en gagne pas nécessairement facilement si on n'est pas dans les beaux taux au niveau de la vente. Une fois que c'est fait, votre marqueur va avancer ici. Deuxième manche, même principe, sauf qu'ici il y a des tuiles. À la fin de la manche, on va devoir placer ces tuiles ici, une par ligne, et on va donc augmenter les possibilités de construction avec l'arrivée des patriciens rouges qui autrement ne savent pas venir dans le plateau. Fin, on va arriver ici. À la troisième manche, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des prix qui augmentent si on ne sait pas payer la taxe. Et on va retrouver ce petit symbole-ci. C'est là-bas, à partir de la troisième manche, que l'on va scorer les patriciens qui se trouvent ici. Ici, je n'ai qu'un vert, donc on ne va scorer que les maisons qui sont à côté de bâtiments publics. Chaque bâtiment public à côté d'une maison vaut un point de victoire. Il n'y a qu'un seul patricien. Si jamais il y en avait 2, ça vaudrait donc 2 points de victoire. Si on a 0, comme ici, on ne scorera rien du tout. C'est pas minimum une fois, non, non, c'est le nombre de patriciens fois la valeur ici, fois ce qui est indiqué comme demande. Si c'est 0, ça fait 0. La deuxième ici, donc les patriciens dorés, on va avoir 3 points de victoire par 2 symboles blasons retournés, donc on a déjà utilisé ici afin de faire augmenter Santa Barbara, c'est 3 points de victoire par 2 symboles. Ici j'en ai parlé, c'est si on a quelqu'un sur chaque ligne, on aura 2 points de victoire. Si on a 2 personnes sur chaque ligne, on aura 4 points de victoire fois le nombre de personnages qui se trouvent ici. Et ici, si on a enlevé une maison de chaque type, donc on a fait des colonnes ainsi, on aura à chaque fois 3 points de victoire par colonne qui a été faite ici. Pour ça qu'elles arrivent plus tard, parce que c'est peut-être plus facile de faire les constructions comme ceci, et tandis qu'ici, ils arrivent donc un cran plus tard dans la gestion. On l'a une fois ici, on l'a une deuxième fois là-bas, et on l'a une troisième fois là-bas, et à la dernière manche, on va avoir les scorings de fin supplémentaires. N'oubliez pas que rajouter un patricien, ça se fait quand vous faites le revenu. Si vous payez 10 sous en plus, vous pouvez envoyer un patricien disponible sur une des cases là-bas. Essayez d'envoyer un patricien qui va vous rapporter des points de victoire et pas un truc qui rapporte plus de points de victoire aux voisins qu'à vous. À vous de jouer correctement à ce niveau-là. Le scoring de fin de jeu, c'est très simple. On va d'abord compter les points de victoire associés donc aux symboles adjacents qui sont identiques. Ici, donc, on a le gris une fois, ça me fait 1 point de victoire. Encore une fois, ça me fait un deuxième point de victoire pour ce bâtiment-ci. Au niveau du rouge, c'est 1 point, 2 points, 3 points pour son bâtiment rouge. Le deuxième bâtiment, le gris est là-bas, ça lui fait aussi 1 point de victoire. Donc je vais gagner pour le gris, comme c'est mes 2 bâtiments, je vais gagner 2 fois. Si c'était d'autres joueurs, eh bien, je vais gagner une fois pour moi et une fois pour lui. Donc il y a un intérêt de se mettre à côté. On va avancer tous les deux, profiter l'un de l'autre. Comme ici par exemple, bleu à côté de bleu. Aussi bien le vert que l'orange, chacun va gagner 1 point de victoire grâce à son bâtiment et le fait qu'il soit à côté du précédent. Vient ensuite les points de victoire liés aux mines ici. On va regarder pour chaque ligne combien chaque joueur amène d'étoiles. Ici, le vert est présent 2 fois, mais il n'amène qu'une seule étoile. Le bleu est présent une fois, il amène une étoile. Ça fait en tout 4 étoiles ici. Le mauve n'amène aucune étoile. Donc, on va avoir 4. On est dans cette zone-ci. Premier ex aequo, les deux touchent 2.
et il n'y aurait personne qui arriverait en deuxième position et le troisième toucherait 0. Si jamais on était passé outre, on va alors faire 3 pour eux deux, il n'y a personne en deuxième et le troisième gagnerait 1. Si quelqu'un n'a pas d'étoile, il est présent mais il ne gagne rien du tout. Très simple, on va faire ça ligne par ligne. Ensuite, on va avoir l'argent restant, 10 sous restants, 1 point de victoire. On va avoir les points de victoire ici associés à notre position sur la piste d'influence. Comme je l'ai dit par ici, c'est des points de victoire négatifs, bah c'est positif. Et puis enfin, on va avoir les points de victoire associés à ce qu'il nous reste. Tout ce qu'on a acheté comme bâtiment dont on a les plans mais qu'on n'a pas utilisé vaut 1 point de victoire. Tous les plots qu'on a placés et qu'on n'a pas utilisés vaut 1 point de victoire. Tous les marqueurs qu'on a récupérés et qu'on n'a pas utilisés valent 1 point de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire gagne. En cas d'égalité, ce sera celui qui a encore le plus d'argent qui gagnera. Et si encore égalité, on peut voir les positions à côté, mais je vous conseille alors de partager la victoire. C'est beaucoup plus facile que de commencer à compter. De toute façon, vous allez assez loin dans le jeu que pour mériter une victoire partagée. Voilà, j'ai fait le tour des règles de Kutna Hora. Vous remarquez, c'est pas si compliqué que ça, de petits détails de règles à gauche à droite, mais globalement tout est sur le plateau, c'est pas très compliqué à aller. Ce qui est super important, c'est d'avoir des ressources ici, et donc c'est d'avoir construit des bâtiments pour pouvoir savoir avoir des ressources. Si quelqu'un ne fait autre chose que construire des bâtiments, va ne faire que des mines ou des machins ainsi, bien, il y a un moment il va être bloqué parce que ses ressources en argent, enfin en monnaie, vont être très limitées parce que le prix associé à la construction des mines fait descendre et chuter le cours du prix. S'il n'est pas lui-même le propriétaire d'une guilde qui permet de transformer l'argent brut en argent d'orfèvre, eh bien, il va être très embêté dans ses revenus, vu que c'est en avançant ici que la valeur de l'argent brut va augmenter et donc être rentable à la vente. En même temps, s'il fait avancer trop ceci, son problème, c'est que sa valeur d'orfèvre va descendre. Et donc ça dépend beaucoup, ce qui fait qu'il y a une configuration qui est peut-être un petit peu moins valorisante pour les joueurs. C'est 1 ou 2 joueurs ont les guildes qui permettent de construire le bâtiment ainsi associé aux mines, mais ce sont 2 autres joueurs qui ont les bâtiments d'orfèvre. Eux n'ont pas d'intérêt à ce qu'ils avancent ceci, en tout cas ils vont peut-être l'avancer une fois, mais rarement plus, mais par contre ils ont un intérêt à ce que ici on construise beaucoup parce que leur prix au niveau de l'orfèvre va augmenter. Alors ces cartes-ci, il y a un moment où on va trouver un symbole, j'en avais parlé tout à l'heure, qui est ce symbole-là. Si les cartes tournent et que l'orfèvre n'a jamais été fait et qu'on arrive ici, qu'on est toujours dans la première colonne, on va avoir la commune qui va elle-même décider de construire un bâtiment. Donc le bâtiment ici va être enlevé simplement et on va faire avancer le marqueur de 1, même si les joueurs ne le font pas. Donc ça va arriver ici à la fin. Quand j'aurai joué toutes mes cartes, qu'elles sont arrivées tout au fond, donc on va retrouver ce symbole-ci partout qui va me dire prenez le paquet et retournez-le et on va continuer à avancer. Donc on va avoir 15, 16, 17 et ainsi jusqu'à la fin du jeu, logiquement jusque là. On ne devrait pas aller jusque cette fin de jeu, mais c'est donc comme ça que ça va tourner. Mes cartes vont aller en dessous, et puis après quand on va retrouver ça, hop, on va retourner le plateau et on va continuer pour avancer au niveau de mes valeurs. Les constructions vont dépendre donc parfois de vous, parfois des autres, selon ce qu'ils vont faire. Les cartes qui vont tourner vont faire chuter le prix, vont faire augmenter le prix, vont faire varier les choses. Donc tout ça bouge beaucoup. Il ne faut vraiment pas négliger les points de victoire qu'on peut gagner ici, parce que les points de victoire d'adjacence à côté de bâtiments de type public ou avec les mêmes symboles qui sont à côté, il y a moyen de toucher beaucoup. N'oubliez pas les petits symboles qui se trouvent sur le côté. Pensez à faire venir vos patriciens. Quand vous partez dans un domaine, allez chercher un type de ressource, quelle qu'elle soit, eh bien vous devez absolument mettre des patriciens avec, parce qu'il y a beaucoup de points de victoire à gagner là-dessus. Et n'attendez pas la dernière manche pour le faire. Vous sentez que vous allez dans quelque chose, faites-en directement pour qu'il score à partir de la 3e si vous jouez donc à 4 joueurs. Voilà, je pense avoir fait le tour de Kutna Hora. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!